Hotep à tous. Et pour les initiés, entre guillemets, et bonsoir aux non-initiés, entre guillemets, encore. C'est toujours un plaisir de voir autant de personnes à ce genre de discussion, à ce type d'échange, dont le but, c'est simplement de nous replonger dans ce que nous sommes, de nous redécouvrir et de nous réapproprier notre être authentique. Et je pense que c'est des initiatives qui se multiplient sur le continent, qui se multiplient même dans le monde. Et il n'est bien évidemment pas acceptable que notre triangle colonial ne rentre pas dans ce train-là. Donc aujourd'hui, nous avons deux conférenciers. Il s'agit de... je vais commencer à ma droite avec M. Dibomba Rimbok, que forcément un certain nombre d'entre vous connaissent. Je pense que c'est essentiellement pour lui que vous êtes là, de par ses travaux, de par les différentes vidéos qu'il publie sur Internet, de par aussi ses nombreuses publications. J'avoue que je n'ai plus le nombre, mais je sais que ça doit être 15 à peu près, une vingtaine à peu près. Donc, je crois ces 2 dernières années, tu as produit une dizaine de livres à peu près. Donc, il est très très prolifique et c'est un peu à l'image de cette nouvelle génération d'Africains qui se replonge dans nos humanités classiques qui, en réalité, sont un creuset infini de possibilités en termes de production scientifique. Et à ma gauche, j'ai le frère Balok, Kogé Balok, que certains d'entre vous aussi connaissent, panéliste d'Afrique Média, chercheur, historien et enseignant à la Société savante Cheikh Anta Diop de l'Université de Douala. Donc lui aussi, c'est quelqu'un de très prolifique. Et le thème numéro 1, parce que c'est lui qui va commencer, qui va ouvrir la conférence avec le thème « La place des humanités classiques dans la Renaissance africaine ». Donc ça va être son thème. Il va nous entretenir pendant 45 minutes à peu près. Et il y aura une séance on va prendre quelques questions-réponses. Et le deuxième thème, qui va être celui de la star de la journée, c'est la notion de Dieu dans la culture négro-africaine de l'Égypte pharaonique à nos jours. Donc je ne vais pas m'étaler sur le détail de cette conférence-là, mais je sais, pour avoir assisté à celle de Yaoundé qu'il a faite la semaine dernière, je sais que ça va être très enrichissant pour tout le monde. Donc je vais passer la parole au premier intervenant qui va commencer. Merci beaucoup. Ok, merci M. Banaken. Je remercie déjà notre frère Dibomba Rimbok parce que chaque fois qu'il est ici au Cameroun, il fait des pieds et des mains pour au moins faire une communication. Et ceci montre l'attachement qu'il a à diffuser les humanités classiques chez nous. C'est très facile en Europe de par les médias, de par tous les supports qu'on a pour communiquer. Chez nous, cela est encore relevé à la sorcellerie. C'est relégué à la sorcellerie. Quelqu'un m'a vu écrire les Médou Nietzsche une fois. Il a dit « Je suis dans une secte ». Et je lui ai répondu « Il n'y a pas plus grande et mauvaise secte que l'ignorance. » Parce que si c'était de l'hébreu que j'écrirais, il devait se dire que « Oh, comme c'est très beau ». Mais comme c'était les Médou Nietzsche, c'était une secte. Donc je vous remercie beaucoup. Salut. Voilà. J'ai proposé de discuter avec vous parce que j'ai dit à l'université de Tian que je ne donne plus de conférences parce que les Africains ne veulent pas aller se cultiver. Et c'est difficile de s'asseoir avec des gens qui ne peuvent même pas ouvrir un bouquin pour lire. Nous lisons très peu, nous regardons très peu des choses utiles. Alors pourquoi donner donc dans ce cadre-là des conférences? Donc je vais appeler cela une discussion, un partage. Mon thème porte sur la place des humanités classiques dans la Renaissance africaine.
D'abord, qu'est-ce que c'est que les humanités classiques? C'est un thème que nous utilisons généralement pour ne pas dire histoire ancienne. Il s'agit de l'histoire ancienne, mais cette histoire ancienne joue un rôle majeur dans la reconfiguration de notre psychologie pour nous permettre de rebondir et de sortir d'une situation d'aliénation qui ne nous permet pas de nous développer. Et la redécouverte et la réappropriation de ces humanités classiques sont le fondamental même pour définir ce que c'est que le progrès. C'est toujours à partir de là que dans les grandes civilisations, on a eu à définir l'idée du progrès. Donc, il y a une particularité, puisque j'ai dit ici, dans la Renaissance africaine, et il y a un terme pharaonique que nous traduisons par Renaissance, c'est Ouhem Messoud. Permettez que... Je ne sais pas si tout le monde voit là. Mes dos ne sont pas parfaits, mais allons-y. Pardon? D'accord. Et là, nous avons un thème qui est Ouhem Messoud. Ouhem, ici, là, ce sont des phonèmes. Cela veut dire que des caractères qui permettent de donner un son. D'accord? Nous avons Ouhem. Là, ceci, c'est déjà Ouhem. Ça, c'est un complément phonétique. Ça, la lettre ici, c'est le mes. Là, c'est aussi un complément phonétique. Nous ne faisons pas la translittération. Là, c'est le OU et là, c'est le T. Donc, nous écrivons ça comme ceci. Ouhem Messoud. C'est un terme que nous utilisons souvent pour dire Renaissance, en pharaonique ancien. Mais les phonèmes, ce ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est les idéogrammes déterminatifs qui sont là. Et si nous avons l'image d'une femme qui est en train de faire l'acte d'enfanter, elle est en train de faire l'acte d'enfanter, ce symbole-ci là. Acte d'enfanter. Là, nous avons un papyrus qui a été roulé et scellé. Donc, ça renvoie à tout ce qui est abstrait. Donc, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui est de l'ordre des idées. Donc, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les signes qui sont ici. Ce qui est important, c'est ce qui est ici, là. Qu'est-ce que le thème s'y veut nous communiquer comme idée? Il s'agit tout simplement de l'acte d'enfanter les idées. L'acte d'enfanter des idées. Ceux qui ont fait philosophie, quand on parlait de la maïeutique socratique, hein, c'est le terme pharaonique même pour dire maïeutique socratique. La maïeutique, l'acte d'enfanter les idées. Dans le Ouhem Messoud, dans les civilisations du monde, c'est toujours résumé au départ à cet acte d'enfantement des idées. Donc c'est d'abord un problème spéculatif. On réfléchit d'abord avant de commencer à matérialiser. On ne se lève pas dans le cadre de Ouhem Messoud pour dire donc il faut construire des routes, il faut construire les hôpitaux, il faut faire ceci. Non, il n'y a aucun développement où les hommes ont commencé à miser sur les infrastructures pour se développer. Ça n'existe nulle part et aucun historien ne peut faire la démonstration. On est d'abord parti sur un questionnement. On s'est questionné, on a construit des idées, on a pensé la société pour la mettre maintenant en pratique. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Donc dans ma réflexion, je vais d'abord partir du phénomène de renaissance dans les grandes civilisations. Et j'ai prévu la civilisation européenne, dans les civilisations médiévales, l'Europe à l'époque de la Renaissance, 14e, 15e siècle, la civilisation arabe. Je pourrais aller de part et d'autre pour vous expliquer certains nombres d'idées. Par la suite, je vais m'attarder sur la notion de la construction de la personnalité culturelle collective. Et c'est une question essentielle lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on veut quitter du stade du tribu à une société structurée. Et par la suite, on va voir comment le dernier stade, c'est celui de la construction d'une culture nationale.
et comment est-ce que les autres en sont arrivés. Et si je vais beaucoup plus prendre mes exemples chez les autres, beaucoup plus en Europe, c'est parce qu'étant colonisé par eux, il serait assez facile de continuer les recherches dans ce sens-là. Parce que s'il faut aller prendre la civilisation chinoise, dans l'histoire de la Turquie, dans les Meiji des Japonais, on aura beaucoup de difficultés à pouvoir vérifier et continuer la réflexion. Déjà, il y a un problème qui se passe en Europe à partir du 5e siècle, à partir du 4e siècle même. Il y a ce qu'on a appelé le concile de Nicée. Le concile de Nicée, tenu par main de maître par Constantin, c'était une réunion au cours de laquelle on a imposé à tous les évêques des sectes gnostiques. Et je mesure fort bien mes paroles. Et je mesure fort bien mes paroles. À tous les évêques des sectes gnostiques, on les a rassemblés au cours d'une réunion et on leur a imposé une même vision religieuse, ce qu'on a appelé le credo. Ayant maintenant constitué une religion, il fallait maintenant l'imposer à l'ensemble des habitants de l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on va faire? Les successeurs de Constantin, beaucoup plus, vont devoir détruire les lieux de culte de ces religions qu'on appelait à l'époque, dans la vision chrétienne, des religions paganistes. C'est ainsi qu'à partir de 345 de notre ère, le patriarche Théophile d'Alexandrie lance une vaste campagne de destruction des temples et sanctuaires non chrétiens de l'Égypte. En 392, il détruit le temple de Dionysos à Alexandrie et brûle sa bibliothèque qui contenait 200 000 ouvrages. 200 000 ouvrages. Et je vous assure que ces bibliothèques, que ce soit celle du temple de Dionysos ou bien d'autres bibliothèques, à l'intérieur, on trouvait des documents qui étaient le résumé de tout le savoir que les hommes de l'Antiquité pouvaient avoir. Donc en 1415, le patriarche Cyril va commettre l'un des meurtres qui va rester célèbre dans l'histoire du Moyen-Âge européen, le meurtre de Hépatie d'Alexandrie, la fille de Dione d'Alexandrie. C'était la dernière mathématicienne que nous avons formée dans les écoles d'Alexandrie. Qu'est-ce qui se passe? Le patriarche Cyril avait envoyé des moines pour la convertir au christianisme. Et on lui expliquait comment Jérusalem devait descendre du ciel sur la terre, les hommes devaient vivre. Et la question qu'elle a posée, c'est que les matériaux qui vont constituer votre Jérusalem la sortent d'où? Parce qu'il y a un principe, même jusqu'à aujourd'hui, la loi de Lavoisier, qui voudrait que rien ne se crée, mais tout se transforme. Il n'y a rien de nouveau. La matière qui permet de construire quelque chose est déjà existante. Et elle parle même de ce qu'on appelle parfois le bonhomme de X. Donc, ne pouvant donc pas répondre à la question d'où viendra la matière qui va constituer leur nouvelle Jérusalem, et Hypatie leur avait dit que leur vision religieuse est contraire à la géométrie de l'espace. Alors elle a décidé de la tuer comme ça. Quand elle ira de l'autre côté, elle va vérifier si c'est contraire à la géométrie de l'espace. Ça a créé beaucoup de mois et beaucoup d'étudiants à Alexandrie ont quitté la ville pour s'éparpiller un peu partout dans le monde entier. En 529, on assiste à la fermeture de l'Académie Platon à Athènes. En 532, l'empereur Justinien fait fermer l'école de philosophie d'Athènes, qui était considérée comme le dernier bastion du paganisme. Donc, à partir de ce moment-là, l'Europe entre dans ce qu'on appelait la nuit noire. Et les anglo-saxons l'expriment très bien, Dark Age. C'est une période d'obscurantisme où même les guerriers ne connaissaient même pas fabriquer. Et ils avaient même totalement oublié qu'ils avaient eu des grands-pères comme les Platon. Bon, disons ça comme ça, des grands-pères comme les Platon, parce que Platon n'était pas grec quand même. Les Platon, les Socrates, les Thalès, ils avaient oublié toutes ces partitions de philosophie. De telle façon que tout ce que vous deviez faire devait sortir de la Bible. C'est ça la naissance de la scolastique. Tu es malade, on explique ça par la théorie des 4 humeurs. Tu es fou, on dit que c'est la possession et on te noie dans les eaux du lac. Tu peux te guérir avec les herbes, on dit que c'est la sorcellerie. Et pour vérifier que ce n'est pas avec le diable que tu te fais traiter, on t'arrête, on attache les pieds et les mains, on met une meule autour du cou et on te lance du haut d'un pont dans l'eau. Et si on attend 5 minutes, 10 minutes, on te retire
tu es vivant, alors c'est le diable qui te donne le souffle de vie, on te tue, et si tu es mort, alors on fait le pater noster qui est Sinchelis. Donc, vous voyez donc que dans ce type de pensée, la science ne pouvait pas évoluer. Dieu était au centre de tout, mais Dieu n'avait pas permis que nous évoluions. C'était la nuit noire, et une nuit noire vraiment totale. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-ci, c'est que dans le conflit qu'il y aura entre l'Europe et le monde arabe, les Européens, à partir du XIe siècle, vont défier toute logique de guerre. Vous savez, si vous êtes en guerre avec un État, même les ressortissants de votre pays, s'ils se rendent dans cet État-là, ils peuvent être considérés comme des espions. Donc, en état de guerre, vous ne devez pas aller vous balader chez l'ennemi. Donc, les Européens trouvent quand même des villes franches où ils peuvent aller discuter avec les savants du monde arabe. À partir du XIe siècle, ils commencent à envoyer leurs enfants dans les universités arabes, que ce soit d'abord dans la péninsule ibérique, au Portugal, en Espagne, et spécifiquement en Séville, Cordoue, Barcelone et autres, ils les envoient là-bas parce que l'université, l'institution universitaire telle que nous connaissons aujourd'hui, c'est arabe, ce n'est pas européen. L'institution universitaire est arabe, elle n'est pas européenne. Ils vont donc étudier là-bas. On les retrouve aussi à Bagdad, à Téhéran, plus tard, où ils vont étudier dans l'Empire arabe. Et ils découvrent les partitions d'Aristote, de Platon, traduites en langue arabe, commentées par les Arabes, plus tard développées par des Arabes comme Averroès, Avicenne et bien d'autres. Et ils vont d'abord récupérer ces partitions, rentrer avec ces partitions chez eux. Première des choses, pour ceux-là qui vont étudier en Europe, qui ne pensent même pas rentrer avec un seul bouquin chez soi. Et quand ils arrivent ici, ils sont des petits dieux avec leur doctorat. Et ils nous parlent toujours de Bordeaux où ils ont étudié, alors qu'ici, nous manquons même un seul livre dans la bibliothèque. Mais eux, ils commencent à rentrer avec les partitions chez eux. Et la première des choses, c'est qu'il faut les traduire d'abord dans les langues européennes. Et on ne va pas les traduire quand même dans les langues modernes. Il faudrait que ça garde certaines substances. Donc, on va donc voir les Européens se lancer dans l'étude des langues anciennes, le grec ancien, le latin, l'hébreu, pour pouvoir traduire ces textes arabes dans ces langues. Donc, restituer ces partitions-là dans les langues originelles. Et une fois qu'ils vont donc le faire, ils vont commencer donc à diffuser ce savoir. Mais il y a, ces traductions vont se faire dans de sortes d'écoles. Et en Europe, l'une des plus grandes écoles qui va rester célèbre, c'est l'école de Tolède, avec Monseigneur Raymond de Sauvetas. Là, nous sommes environ du 12e, 13e siècle en Espagne. C'est une école qui va rester très célèbre. On prend toute la documentation arabe, on va la traduire dans nos langues, et la deuxième difficulté, la troisième, il s'agit de diffuser cela dans des écoles. Alors, des hauts lieux de théologie vont donc devenir des facultés. Par exemple, la Sorbonne que nous connaissons aujourd'hui, à partir de 1253, va devenir une véritable université. On ne va pas seulement réserver la Sorbonne comme au lieu de délibération pour ceux qui font des thèses en doctorat de théologie, mais aussi à la Sorbonne, on va commencer à discuter de sciences, discuter petit à petit de philosophie, des écoles, des grandes écoles annexes à cette université qui est naissante seront mises sur pied. Et au départ, les Arabes, les Européens vont d'abord plagier le savoir arabe. Quand je dis savoir arabe, je mets entre guillemets. Parce qu'il y a 10 ans tant qu'il n'existe pas de savoir arabe. Si vous me posez la question, je vous dis pourquoi il n'existe pas de savoir arabe. Mais ils vont d'abord répéter le savoir arabe. Et les meilleurs intellectuels de l'époque vont même dire que la scolastique est stérile et que ça ne sert à rien de partir étudier l'histoire de l'Europe, la philosophie, parce qu'à l'époque, on l'avait complètement détachée. Non, elle était intégrée dans la théologie, mais on ne voulait pas entendre parler. Il fallait étudier les philosophes théologiens, oui, comme les Saint-Augustin et autres, c'est eux qu'il fallait étudier. Mais ceux-là qui étaient considérés comme les paganistes, Platon et autres, il fallait les mettre à l'écart. Donc, nécessairement, il fallait, à partir du 13e, 14e siècle, on commence à réfléchir avec les textes arabes et on redécouvre dans nos antiquités. On commence à se vanter avec ces antiquités-là. Par contre, chez les Africains aujourd'hui, lorsqu'ils redécouvrent leurs antiquités, c'est le lieu de les taxer de sorcellerie. Vous voyez, je suis en train de prendre un modèle. Je peux vous expliquer le même cheminement chez les Arabes, c'est le même. Il y a des invariants
dans le processus de développement dans les grandes civilisations. Il y a des invariants, on les retrouve partout. Donc, nécessairement, ils sont fiers de ce passé-là. Et ils commencent à répéter d'abord le savoir arabe avant de construire leur propre savoir. Et une fois qu'ils construisent donc leur propre savoir, il faut donc le diffuser dans la société. Et ce qui est le plus intéressant, le point de départ de la Renaissance en Europe, à partir du XIVe siècle, 14e, 15e siècle, le point de départ, comment est-ce que l'idée du progrès va émerger chez les Européens? La première cité-État, c'est Florence. Florence va devenir la première république en Europe, du fait qu'il y a des intellectuels qui vont étudier les Platon, les Descartes, et pensent qu'il faut déjà faire ombrage au système de la monarchie contrôlé par l'Église. Parce qu'à l'époque, c'est l'Église qui faisait des rois. Il faut donc le contourner. Donc, on remet donc sur la sellette la question de la République. Et à partir du XIVe siècle, Florence va avoir un conflit très grave avec une autre cité-État, dirigée par la famille Visconti. C'est l'État de Milan. Alors, Jean de Visconti, qui est à l'époque roi, décide donc de créer une sorte de confédération d'États au niveau du nord de l'Italie. Et il a commencé à faire descendre ses armées vers le sud, menaçant Florence. Malgré le fait que Florence a eu à faire des coalitions avec d'autres cités pour endiguer cette avancée des armées de Milan, toutes les coalitions étaient toujours défaites. Alors, il y a quelqu'un du nom de Leonardo Bruni qui aura une idée géniale. Lancer l'idée comme quoi Milan veut détruire Florence parce que Florence a opté pour la République, symbole de liberté, alors que Milan a opté pour la monarchie, symbole de répression et de despotisme. Rien que cette idée a fait à ce que les grands peintres et littérateurs de l'époque convergent vers Florence, et il va donc s'en suivre un mouvement littéraire, un mouvement artistique où on va commencer à tout innover dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la littérature, et c'est là où va partir un certain réaménagement des idées de l'époque. Et ces idées-là, plus tard, vont arriver dans les pays comme l'Allemagne, comme la France. Mais celui qui va les introduire là-bas, ce débat-là, c'est Thomas Hobbes, qui va introduire ces débats-là en Europe centrale. La philosophie de Thomas Hobbes va impacter la façon de penser de Montesquieu, qui va introduire le débat en France. De telle façon que les gens auront déjà l'habitude de se réunir dans de sortes de clubs, les Girondins, les Jacobins et autres, pour réfléchir sur le devenir. Parce que la monarchie et l'Église, ça ne permettait vraiment pas d'avancer. Alors ils se rassemblent et c'est au cours de ces rencontres-là qu'on redéfinit une autre façon de penser la société. Et plus tard, et là, dans ces clubs-là, les Girondins et les Jacobins, ce sont les maçons qui vont maîtriser les débats. Et parce que ce sont les maçons qui vont maîtriser les débats, c'est eux en France, par exemple, qui vont faire la Révolution française. L'État français est un État maçonnique. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise du temple franc-maçon de Paris. C'est eux qui donnent leur devise à l'État français. On voit dans cela. Mais tout est parti de quoi? Tout est parti d'une redécouverte de ces antiquités classiques, de son histoire, et de la réappropriation de cette histoire-là. Une fois qu'on s'est réapproprié cette histoire-là, on a la possibilité de fabriquer des savoirs nouveaux, lesquels seront diffusés dans la société. Et la finalité, c'est quoi? C'est de conduire à une sorte de réaménagement de la psychologie collective. Et une fois que la psychologie collective est réaménagée, chacun devient inventif. Vous allez à l'école, l'Afrique participe à moins de 2% à la production intellectuelle parce que l'Afrique n'a jamais réaménagé ses savoirs. On passe le temps à réciter les savoirs qui viennent de chez les autres. Et quand on nous donne un diplôme de doctorat, j'appelle ça un certificat alimentaire, c'est pour pouvoir acheter de quoi manger au supermarché. Mais ça ne nous sert réellement à rien.
Réellement rien. Et c'est vraiment choquant lorsqu'on parle des intellectuels dans des débats qui disent qu'on ne peut pas se développer parce qu'on a 1000 langues, on a plusieurs langues, on a 250 ethnies. Qu'est-ce que c'est que ethnie? Personne ne peut découvrir, dire ce que c'est. Morgan lui-même dans ses écrits n'a pas pu dire ce que c'est qu'une ethnie. C'est pas toi le pauvre nègre qui n'était pas là quand on définissait ça qui va me dire ce que c'est qu'une ethnie. C'est pas toi qui vas me dire ce que c'est qu'une ethnie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est au niveau de la personnalité culturelle collective. Une fois que vous avez redécouvert vos antiquités classiques, vous êtes réapproprié de ces antiquités, le processus de réaménagement de la psychologie passe par la construction d'une personnalité culturelle collective. Elle n'existe pas chez nous. La preuve, Boko Haram peut arriver là, commencer à s'aimer la zizanie un peu partout. Je ne les nomme pas, mais il y a des gens qui vont dire que eux ne trouvent aucun problème. Pourquoi vous ne vous convertissez pas à l'islam? Oui ou non? Il y a des gens qui vont trouver qu'ils n'ont aucun problème. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite décide de nous envahir et qu'on dit, bon, faisons un plan pour vaincre ces gens-là, leur foi vient d'où? De la Mecque, de la Kaaba. Bombardons la Kaaba. Qui est prêt à porter la bombe sur lui pour partir bombarder la Kaaba? Personne. Le chrétien qui va accepter, le musulman va aller trahir. Le musulman lui-même ne peut même pas aller trahir. Donc, conséquence, si tu pratiques la religion des autres, il t'a dit qu'ils t'ont déjà vaincu. Parce que tu ne peux pas te rebeller contre celui-là qui t'a apporté la religion. C'est ça le syndrome de Stockholm. Même s'il te bastonne comment, tu vas vouloir justifier pourquoi est-ce qu'il t'a bastonné. Tu vas devoir justifier. Qui est prêt à porter la bombe sur lui pour partir et faire exploser Rome? Si demain, après-demain, les Européens nous attaquent, personne n'est prêt à le faire. Donc, vous êtes déjà des combattants passifs et non actifs. Lorsque je cause comme ça, je défends d'abord les intérêts de mon peuple. Et quand je dis peuple, je parle des Noirs. C'est pourquoi je cause comme ça. Je défends d'abord nos intérêts. Qui est prêt à partir faire l'action? Personne. Donc, nous sommes déjà vaincus. Donc, et la construction de la personnalité culturelle collective, construction d'une nouvelle identité, passe toujours par 3 facteurs. Le premier facteur, il est historique. Lorsque dans une société, les peuples se considèrent comme un ensemble disparate, des groupes d'êtres humains qui viennent de gauche à droite, ils ne peuvent pas faire un État. Ils ne peuvent pas. Et s'ils font un État, c'est que c'est une force extérieure qui leur a imposé de se constituer en État. C'est ça le rôle de la colonisation. Ils ne peuvent pas. Donc c'est une force extérieure qui est venue créer l'État du Cameroun, autrement dit l'État des crevettes. Mais comment est-ce qu'un peuple lui-même se construit à partir de son histoire? Vous savez, il y a des gens qui ont fait la carte de seconde au Cameroun, n'est-ce pas? Et nos programmes, vraiment, c'est énervant. Et il y a, en carte de seconde, on dit, le chapitre, c'est le Cameroun à la veille de la décolonisation. On commence les Bantous, on doit étudier les Bantous et leurs origines. On doit étudier les peuples des Grasfield, les Bamléké, les Tika et autres. On doit étudier les Fulbe et autres. Mais ce qui est le plus énervant dans ces leçons, et même dans les ouvrages que nous trouvons dans la cité, c'est qu'on vous montre les points de divergence les uns des autres. De telle façon qu'à la sortie, quand vous êtes en train de faire cette leçon aux enfants de la seconde, si tu parles des Bamléké, le Bassa qui est là-bas dit qu'on va parler des Bassakan. Si tu parles des Douala, le Hondo qui est là va dire que quand on va voir les Bantous, on va parler des Hondokan. Conséquent, chacun voudrait qu'on parle de la société globale dans laquelle il est issu. Or, Hondo, Bamléké, Bassa, Douala, il y a cela 500 ans seulement. 5 siècles, ces termes-là n'existaient pas. Preuve que l'identité est une construction permanente. Comment est-ce que vous avez fait pour fabriquer ces termes? C'est pas parce que quelqu'un arrive dans la région de l'Ouest Cameroun accompagné d'un administrateur colonial et l'administrateur colonial voit une région de hautes herbes, il dit Dash East Grassfield, et puis quand il rentre, on lui demande que tu étais où avec les blancs, avec le blanc, il dit j'étais chez l'Ingraphie. Non, et c'est calé, l'Ingraphie. Vous voyez donc ça. On crée des identités. Et parfois même, on perpétue des étiquettes que l'histoire coloniale a bien voulu véhiculer. Vous savez qu'à l'époque, on avait dans nos cartes, même dans nos actes de naissance, race Bassa, race Bamléké, c'est quoi une race? Personne ne pouvait dire. J'ai pris un terme là, lui m'intéresse beaucoup plus. Ethnie, tu viens de quelle ethnie?
Le mot ethnie vient d'un mot latin qui veut dire ethnicus, qui veut dire ce qui n'est ni chrétien ni juif. Autrement dit, ce qui est païen. Donc dire que tu viens de quelle ethnie, c'est tu viens de quel groupe païen. Et on est quand même fiers de venir du groupe païen, pas ça. À croire que l'école à laquelle nous avons été ne nous a pas formés pour que nous puissions réfléchir. Et là, c'est bien dommage. Vous savez, et la particularité de l'enseignement de l'histoire chez nous, il y a un monsieur, Georges Hardy, répétant un autre auteur qui écrit « Il est une matière que je ferai disparaître sans regret ». Il parlait des programmes éducatifs en Afrique. Vous allez retrouver ça dans Nation et Culture. Il dit que c'est l'histoire. Quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffiraient pour leur donner la notion de la puissance de notre pays. Il y a une discipline qu'il faut enlever, c'est l'histoire. Les nègres n'en ont pas besoin. Il faut les faire chanter sur le pont d'Avignon. Je chante, je danse. Elle dit, mais je ne sais même pas où c'est sur le pont d'Avignon. Vous voyez ça. Conséquence. De la 6e en classe de terminale, nous passons pratiquement 7 années à l'école. Nous sommes les seuls dingues de cette humanité-ci qui ne connaissons pas nos origines. Et dans un séminaire, dans une grande école à Consamba, j'ai dit aux étudiants, épatez-moi. Dites-moi quelque chose dans l'histoire du Cameroun, épatez-moi. Personne n'a pu. On m'a rapporté cette histoire du traité, la signature du traité Germano-Douala. Je leur ai posé la question, est-ce que vous savez qu'il y a eu guerre civile après la signature de ce traité? Vous savez comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce fameux, entre guillemets, traité Germano-Douala? Les problèmes qu'il y a eu, personne. Donc, entre la réalité qu'on a conservée dans les archives des Allemands, dans les traditions des peuples locaux, et ce que nous écrivons dans les bouquins d'histoire, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons dans nos écoles que nous sommes des ethnies, nous sommes des tribus, nous sommes des clans. Or, tribus, clans, ce sont des termes qui désignent, ce sont des termes qu'on utilise pour des sociétés à l'état ethnologique. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la civilisation. Vous voyez cela. Mais vous les utilisez, non? Allez dire à un homme blanc, tu es de quelle tribu, s'il ne va pas tirer sur vous. Et il aura raison, parce que vous l'avez injurié. Donc, nous sommes les seuls à qui on peut dire mouf et on sourit. Vous voyez donc ça. Après ça, le deuxième facteur, donc, l'enseignement de l'histoire doit nous amener à nous penser comme faisant partie d'un même groupe, mais pas comme étant dans des groupes disparates. De telle façon qu'on va toujours dans les antiquités classiques pour amener le peuple à avoir cette conscience-là. La preuve. En 1806, la France de Napoléon Ier bat en guerre l'État prussien. Et ça n'est suivi une mentalité défaitiste et les Allemands de l'époque pensaient que ça en était fini de leur prétendu Saint-Empire romain germanique, constitué à partir du XVe siècle. Mais quelques années plus tard, dans l'État prusse, il y a un monsieur du nom de von Humboldt qui a été nommé comme ministre de l'Éducation. Von Humboldt décide d'introduire dans les programmes éducatifs l'enseignement de l'histoire des Grecs et de la civilisation grecque. Or, on enseignait que les Allemands sont leurs ancêtres, c'est les Grecs. Même les Européens aujourd'hui, les Français disent que leurs ancêtres, c'est les Grecs. Il n'y a aucun lien de parenté, même au 10e degré, entre les Tombes, les Vandales, les Francs et les élèves. Aucun lien de parenté, même pas au 10e degré. Mais ils ont enseigné cela. Ce qui fait que pratiquement 50 ans environ après, il y a un monsieur qui arrive à la chancellerie du nom de von Bismarck qui va prendre dans ce travail-là pour constituer une mémoire culturelle dans l'État prussien, faire la guerre à tous les autres États allemands et reconstituer l'Empire, et il va donner une belle raclée à la France en 1870-1871. Mais tout est parti de l'enseignement des humanités classiques. Donc ce que je dis, les autres l'ont expérimenté. Les Français dans leur histoire l'ont expérimenté avec l'école de Jules Ferry. Donc on doit utiliser les antiquités classiques pour donner une sorte de fierté au peuple. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, on a une mentalité défaitiste. C'est pourquoi on dit toujours, on va faire comment?
Et on en a même fait une chanson. On va faire comment? On en a fait une chanson, on va faire comment? Le deuxième élément, c'est le facteur linguistique. Tant que nous parlerons les langues des autres, ce n'est pas possible de faire la Renaissance. Ce n'est pas possible. Montesquieu, toujours cité par Cheikh Anta Diop dans Nation et Écriture, disait que tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder espoir. Pour vaincre vraiment un peuple, interdisez à ce peuple de parler sa langue et imposez-lui la langue du colonisateur. Au bout de 50 ans, vous avez de bons alliés avec de beaux diplômes. Je vous assure. Et qui vont défendre coûte que vaille la civilisation de l'oppresseur. Et qui vont penser que sans l'oppresseur, ils ne peuvent pas vivre. Et on a vu cela avec les guerres d'indépendance, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Algérie. Des gens qui pensaient que si on ne s'associe pas à la France, notre avenir est fichu. Comme si sans la France, tu ne vivais pas. Il y a donc le facteur linguistique. Donc ceux qui pensent donc qu'il y a plusieurs langues au Cameroun, c'est pourquoi on ne se développe pas. Plusieurs langues en Afrique, c'est pourquoi il y a des sérieux problèmes. Il n'y a aucun problème de langue au Cameroun, encore moins en Afrique. Parce que le français que nous parlons à partir du 12e, 13e siècle, il a été imposé. C'est le dialecte de Paris et de l'île de France. C'est un dialecte qui a été imposé. Une fois qu'on l'a choisi et on l'a imposé à l'ensemble du pays, il fallait maintenant l'enrichir parce qu'il n'avait pas toutes les tournures nécessaires pour exprimer un certain nombre de pensées. Il faut donc attendre l'époque de Richelieu, amant de Plessis, cardinal de Richelieu, pour qui crée ce qu'on appelle l'Académie des Immortels. C'est là-dedans qu'on fabrique la langue. On est parti des termes arabes. Alcool, amiral, ça c'est arabe. Toilette, ça c'est arabe, vous ne connaissez pas les WC. Le palais de Versailles n'a pas de toilette. Il n'y a que Louis XIV qui savait où il faisait ses besoins. Ils ne connaissent pas les toilettes. Ce sont les Arabes qui leur ont montré ce que c'est que cet endroit où on peut faire les besoins. Comprenez donc cela. Donc on emprunte, ils empruntent à l'allemand, ils empruntent à l'anglais et ils ont des règles pour fabriquer des mots. Mais la racine de tout mot, à défaut de partir de l'arabe ou du latin, il doit toujours partir soit du latin, soit du grec. Il y a tout un ensemble de règles, on appelle ça l'aménagement linguistique. Ça se connaît. Donc quand un nègre dit que c'est un problème d'avoir plusieurs langues, c'est qu'il ne connaît pas, il n'a pas été à l'école. Malgré ses diplômes qu'il a, il n'a pas été à l'école. Donc les autres langues, le breton, le provençal et autres langues, le marseillais, le basque et autres, sont là seulement pour enrichir ce français-là qu'on fabrique de façon hypothétique, c'est pour enrichir ce français-là. Et l'académie crée de nouveaux mots. Je disais encore que hier, on disait un footballeur, une footballeur. Après ça, on a dit une footballeuse. Mais aujourd'hui, on peut dire un footballeur, une footeuse. C'est admis dans la langue française. Ils créent des mots comme ça, ils jouent avec leur langue. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre une seule langue pour l'imposer? Les Arabes l'ont fait, hein. À partir du 7e siècle, ils l'ont fait. Ils ont pris la langue arabe pour imposer à tout leur empire. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à dire que c'est Dieu qui leur a dit cela. Mais c'était la décision d'un calife d'imposer cette langue-là à tous les habitants de l'empire. Nous, c'est une chose qui est très facile. On a le Swahili qu'on a dit que c'est la langue africaine de l'Union africaine. On prend le Swahili au niveau continental. Maintenant, chacun dans son pays peut aussi choisir une autre langue avec laquelle il va s'exprimer aisément avec ses citoyens. La difficulté chez nous, c'est qu'on a beaucoup plus de langues atome. Parce qu'il faut choisir une langue qui s'appelle une langue atome et il faut choisir une langue qui est une langue d'empire. Cela veut dire que qui est utilisée, sollicitée par un plus grand nombre. Ce n'est pas seulement une langue qui est parlée dans sa sphère géographique, mais qui sort et qui permet de faire des échanges. Donc, on a des langues atomes. Qu'on fasse monter le ton ou pas, le mot n'est pas le même. Bon, là, c'est la principale difficulté. Donc, on ne peut pas choisir une langue atome. Mais nous avons au Cameroun une langue d'empire, qui est le Fufulde. C'est une langue qui est en pole position pour être la langue parlée dans tout le Cameroun. Mais quand j'ai dit ça quelque part, quelqu'un a dit « Oh non, pourquoi on ne va pas choisir mon droit là ?» Je lui ai dit « Voilà alors les choses. » Il m'a dit que si on fait ça, il y aura la guerre au Cameroun. J'ai dit « Fais donc la guerre. » Le but de tirer une balle sur la tête. Quand le président de la République a pris sa décision, il a pris, il a dit c'est le Fufulde. Et on commence les enseignements en Fufulde, on forme les professeurs en Fufulde, on fait les journaux en Fufulde, même le journal télévisé, on fait des romans en Fufulde. Et au bout de 25 ans, c'est déjà dans les mentalités.
Les gens ne se souviennent même plus aujourd'hui que le français qu'ils parlent, c'est le patois de Paris et de l'Île-de-France. Ils s'en souviennent et ce n'est même pas leur problème. Que ce soit d'abord un patois, ce n'est pas un problème. Du moment où il peut communiquer avec toi. À un moment donné, il faut aussi faire taire nos égoïsmes et autres. Oui, comme le Wolof au Sénégal. Voyez ça. Et le dernier facteur, il est d'ordre psychologique. Et on l'a appelé facteur psychologique, c'est pour ne pas dire qu'il est lié à la religion. Vous ne pouvez pas pratiquer pour vous développer une religion qui vient d'ailleurs. C'est impossible. Prenez la carte du monde, vous mettez devant vous. Les peuples qui pratiquent une religion importée sont pauvres. Les peuples qui sont assis sur leur propre socle mystico-religieux sont les plus forts et les plus développés. Donc à partir de ce moment-là, pratiquer une religion qui vient de l'extérieur est d'abord source de sous-développement. Et en plus même, quelqu'un m'a dit que c'est grâce au christianisme que la civilisation chrétienne a émergé. Je dis c'est faux. Le christianisme n'a pas conduit à l'émergence d'une civilisation chrétienne. C'est faux. À partir du XIVe siècle, c'est le tour de Paris, ce qu'on va appeler plus tard les francs-maçons, qui vont inventer une autre façon de percevoir l'Europe. En partant dans l'art gothique, roman et autres, ils vont innover. Ce n'est pas le christianisme. Et c'est la même chose dans le monde arabe. L'Empire arabe s'est bâti sur des anciens centres intellectuels. Ils n'ont fait que prendre la documentation de ces anciens centres intellectuels, les ont traduits en langue arabe, brûlant les originaux. Personne ne peut partir vérifier ce qu'il y avait là-bas. Et ils ont commencé à dire qu'il existe une science arabe, on a fait la science, Allah nous a donné la science. Ça c'est faux. Nous le savons, il n'existe pas une science arabe. Que ce soit les écoles de médecine de la PES dans l'Inde actuelle, que ce soit les écoles d'astrologie, de mathématiques, de philosophie d'Édesse, que ce soit les écoles d'Alexandrie, tous les savoirs antiques qui étaient là, je m'excuse, ont largement contribué à l'éclosion de la civilisation arabe. Et il faut bien qu'à un moment donné, qu'on le leur dise. Mais il faut avoir des arguments solides, parce qu'ils risquent de tirer les épées et dire halak ou bakat. Donc, ma dernière intervention porte donc sur ce que j'appelle la construction de la culture nationale. Parce que lorsqu'on a défini une nouvelle identité à partir de ces trois facteurs-là, le facteur historique, le facteur linguistique, le facteur psychologique, il faudrait maintenant construire une culture nationale. Et chez les autres, ce qui a permis l'émergence de cette culture nationale, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines. Quand vous allez à l'université, vous voyez faculté des lettres et sciences humaines. Si je vous pose la question, et même à mes enseignants, ils ne peuvent pas répondre. À quoi ça sert les sciences humaines? À quoi ça sert les sciences humaines? Faculté des lettres et sciences humaines. À quoi ça sert les lettres et les sciences humaines dans une société? La preuve, quand vous avez votre licence de littérature, vous servez à quoi? Quand vous avez votre licence en histoire, vous servez à quoi? Chacun veut partir enseigner parce que c'est tout ce qu'il faut faire. Il peut faire, à défaut d'un concours administratif, à moins que l'oncle ne le place quelque part. Mais avec une licence en histoire, vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire du tout. Mais vous pouvez rien faire, c'est parce qu'on ne vous a pas dit à quoi ça servait. Dans la construction de la culture nationale, il y a trois disciplines qui étaient en pole position. Dans le domaine des lettres, il y avait la littérature. Dans le domaine des sciences humaines, il y avait l'histoire et la philosophie. Les lettres et sciences humaines concourent à l'édification d'une culture nationale dans toute société. Mais vous allez mettre excepté chez les nègres. Parce que là-bas, c'est pour répéter. Maintenant, commençons par la littérature. Vous avez au moins parcouru à l'école les auteurs du siècle des Lumières, non? Racine, Britannicus de Racine, vous avez parcouru. Le site de Corneille, vous avez parcouru, n'est-ce pas? Le laboureur et ses enfants, c'est encore qui là? La Fontaine, vous avez parcouru. Mais qu'est-ce qui vous a frappé dans cette littérature, surtout le site de Corneille, Britannicus de Racine? On plonge dans l'Antiquité. Oui ou non? On plonge dans l'Antiquité. Les thèmes du débat littéraire sont des thèmes qui relèvent soit de la Rome, soit de patati patata, soit de la Grèce. Mais pourquoi aller si loin?
Le laboureur et ses enfants. Ce n'est pas Ésope qui a écrit ça dans l'Antiquité. Votre auteur n'a-t-il pas fait de plagier cela? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Et aujourd'hui, lorsque vous causez même avec un Européen ou quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte qu'on aura tout fait de tirer une pensée dans une réplique d'un personnage du site de Corneille, oui ou non? Mais vous, quand vous causez, vous tirez vos idées d'où? De quelle littérature? Comment pouvez-vous donc bâtir une culture nationale avec Corneille? Est-il de votre milieu? Comment pouvez-vous bâtir une littérature avec Secrétaire Parfait ou bien Madame de Bovary, qui sont des romans à la limite pornographique qu'on a au programme? Vous avez parcouru ça, non? C'est à la limite de la décence. Comment vous pouvez bâtir une culture nationale avec ça? Vous connaissez les auteurs africains? Non. Même si aujourd'hui on n'écrit plus quelque chose d'intéressant, hein? Peut-être qu'il faut aller chez ceux qui étaient là. Bon, je continue. Là, c'est le domaine des lettres et des sciences. Et là, ce sont les lettres avec la littérature, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'homme français est nourri de cette littérature-là. Il sent que ça fait partie de son patrimoine. Et vous, quel est votre patrimoine? Vous n'en avez pas. Et vous voulez être émergent en l'an 2035? Ah oui. Je serai toujours vivant. Je serai toujours vivant. On verra, non? Donc, la deuxième discipline, je prends les deux disciplines là. Il y a la philosophie. La philosophie enseigne quoi? La philosophie enseigne comment penser. Alors que l'histoire enseigne quoi penser. C'est la différence entre les deux. La philosophie enseigne comment penser, alors que l'histoire enseigne quoi penser. Pourquoi comment penser? Je vous ai dit que le vrai monsieur est d'avoir avant tout une activité spéculative. On pense. Et une fois que les maçons ont fait leur révolution, en France par exemple, ayant floué le tiers-État, parce qu'ils ont fait comprendre au tiers-État que si vous nous aidez à renverser la monarchie et la noblesse qui s'ensuit là, monarchie, noblesse, mettons les dans un même paquet, une fois qu'on va arriver au pouvoir, on aura la République, ça sera plus libéral. Le tiers-État a aidé. On a tué Louis XVI, non? Mais par la suite, les maçons ont constitué un lobby où pour entrer, il faut être maçon. Mais ils ont quand même eu la lucidité de donner de quoi manger au peuple. Parce qu'ils savent dans leur histoire que le jour que le peuple a faim, ils tuent les dirigeants. Pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois dans leur vie, il fallait quand même laisser des miettes au peuple. Mais le groupe maçonnique gère l'ensemble de l'État. Mais comme c'est la philosophie qui a conduit à cette révolution, une fois qu'on est au pouvoir, on ne permettra plus que n'importe qui apprenne la philosophie. C'est pourquoi cela ne s'enseigne qu'en terminale, dans le système francophone. Ailleurs, dans d'autres États, on n'enseigne même pas ça au lycée. Tu vas attendre d'aller à l'université pour apprendre cela, parce que c'est une discipline dangereuse. Si on t'enseigne comment penser, tu vas commencer à faire la critique du système. Et tu peux faire tomber le système. Vous, comment est-ce que vous pensez? Vous pensez à partir de Thomas Hobbes, Descartes, si jamais on pense. Karl Marx, oui, si jamais on pense. Hein? Connaissez-vous les littératures de Kagemni, de Petro-Osiris? Vous les avez lues? Les sagesses de Taotep, toute la littérature sapiensale égyptienne. Avez-vous lu les savants du Moyen-Âge, entre guillemets, au Mali, les savants de Tombouctou, Ahmed Baba et son maître Bakayoko, Mohamed Bakayoko? Vous avez lu leurs écrits, leur façon de philosopher? Non. Comment est-ce que tu peux penser Descartes alors que Descartes a réfléchi par rapport à son environnement? Sa réflexion est le produit d'une histoire culturelle, faite de traumatismes et autres. Comment tu peux penser que sa pensée est opérante dans ton environnement? Et ce n'est pas possible, il n'existe pas de pensée universelle. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Et la dernière discipline donc, quoi penser? C'est l'histoire. Quoi penser? On ne doit pas penser. Quoi penser? Aujourd'hui, vous pensez à quoi? Conquête et résistance en Afrique. C'est ça, non? La première guerre mondiale en Afrique. La deuxième guerre mondiale au Cameroun. C'est l'histoire des défaites. Donnez-moi une seule leçon que vous avez étudiée
au collège qui vous a donné la fierté où l'homme blanc n'était pas. Partout il est présent. Partout il est présent. C'est comme si votre existence se définit à son être. Est-ce qu'avant qu'il ne vienne, il n'y avait pas d'histoire? Il y avait bien une histoire. Mais pourquoi ne vous enseigne donc pas cette histoire-là? Quoi penser? Vous pensez à quoi chaque soir? On pourra revenir là dans les discussions. Je vais achever en vous disant ceci. Je résume ma pensée. Dans toutes les civilisations, à l'exemple des civilisations médiévales, l'Europe au Moyen-Âge, la civilisation arabe, la connaissance des antiquités classiques a permis de redécouvrir son être, de se réapproprier de cet être-là pour commencer à inventer. Et tout peuple qui n'est pas passé par là, j'attends encore aujourd'hui une contradiction, tout peuple qui n'est pas passé par là est voué, entre guillemets, au sous-développement. Et c'est pourquoi, mon frère Dibombari, votre thème est des plus innovateurs. Parce que parler de la notion de Dieu dans nos cultures, posez seulement la question, on va vous dire Yahvé. Posez la question, on va vous dire qui Allah. Mais vous n'avez jamais pensé à Dieu chez vous. Et j'entends même Nzambe, Amane Zambe, Mave, Mawe, tu es le roi des rois. C'est la folie. Zambe n'est pas roi des rois. C'est une idiotie. Chez nous, Zambe est fils de Mbere. Mkwa va vous. Il a un père. Il n'est pas roi des rois. C'est la pensée chrétienne. Et rester avec sa cadeau, on n'en a pas besoin. Donc Dieu qui est roi des rois. Puis même encore, lorsque vous-même vous ne savez même pas que votre Yahvé est fils de El Elyon. Lorsque vous-même vous ne le savez même pas, que Allah est fils de El Elyon, mais vous dites toujours le Dieu des dieux. Ça c'est vrai quand même que dans la notion de Dieu, dans la culture indo-européenne et sémitique, chaque Dieu a tué son père pour s'ériger au panthéon. C'est ce que Zeus a fait avec son père Cronos. Et j'ai soupçonné Yahvé de le faire avec El Elyon, ainsi que Allah. Je vous remercie. Ok, merci, merci le frère, merci au frère Balo. Je remarque juste que la tension a un peu monté sur la fin. Ok. J'espère que certains n'ont pas été choqués. Et même s'ils étaient choqués, le but c'est de pousser les uns et les autres à approfondir les recherches sur ces divers sujets-là. Pour faire la transition, juste peut-être aller dans son sens, il y a un pays qui s'appelle le Vietnam, qu'on connaît tous. Et le Vietnam a eu un monsieur qui s'appelait Ho Chi Minh à sa tête. Et l'une des premières choses qu'il a faites lorsqu'il a pris la tête du Vietnam, c'est de s'entourer d'historiens à qui il a posé la question de savoir, vous qui avez étudié l'histoire de notre peuple, est-ce qu'il n'y a pas dans notre histoire une phase pendant laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette situation-ci, où nous sommes dominés par, à l'époque ils étaient dominés par les Français, ça s'appelait l'Indochine, et comment est-ce que nos ancêtres ont fait pour se tirer de cette situation-là? Donc le travail des historiens a fait que quelques années après, ils ont battu les Français à la guerre d'Indochine. Et à peine ils se reconstruisaient, les Américains sont venus, ils ont aussi battu les Américains. Donc on peut multiplier des exemples pareils où d'autres peuples se sont appuyés sur la connaissance de leur histoire pour pouvoir se libérer et reprendre le chemin qu'ils ont décidé de tracer pour eux-mêmes. Donc sans tarder, je ne suis pas spécialiste. Je vais faire passer. On va prendre quelques questions. Juste on va s'excuser parce qu'on ne pourra pas, pour cette phase-ci, on ne pourra pas prendre beaucoup de questions puisqu'il faudra lui donner la parole. Il doit retourner aujourd'hui. J'ai un souci principal lorsque je modère, hein, c'est que je donne la priorité aux femmes.
Parce que c'est un problème qu'on a c'est un problème qu'on a dans notre combat où les femmes ne sont pas suffisamment mises en avant. Donc je ne sais pas si une femme peut ouvrir le débat en posant une question ou une intervention quelconque. Il n'y a pas de femme dans la salle. Il est compris qu'il n'y a pas de femme. Où sont les femmes? Ok, elles sont timides. Elles réfléchissent encore. D'abord, toutes mes félicitations. Merci. D'abord, toutes mes félicitations au premier intervenant, M. Beurre, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Je salue également M. Bombari, que physiquement je rencontre pour la première fois, à qui j'adresse toutes mes félicitations. L'intervention d'aujourd'hui a commencé par nos humanités classiques. Brillamment commencé par nos humanités classiques. Montrer le lien qu'il y a eu entre la Renaissance européenne avec la Grèce et la Rome antique, et montrer un peu à ce que nous aussi on pourrait nous appuyer sur nos humanités classiques égyptiennes pour la Renaissance africaine. Vous avez commencé votre brillante intervention par les terres. Vous avez fait donc cet exposé sur le tableau en face. Ce que j'ai constaté dans le prolongement de l'intervention que vous avez déjà eu la semaine dernière, j'ai constaté que la plupart des gens qui sont venus assister à cette conférence sur la fin, je ne sais pas si vous avez suivi après les débat, notamment l'entretien qu'il y a eu entre le professeur Mathias Guinot avec l'auditoire, sur cette conférence s'agissant donc de la façon dont on pouvait concrètement, parce que souvent on fait des discours théoriques et historiques. J'ai bien aimé le triptyque à partir duquel on nous a présenté cette humanité classique, dimension linguistique, dimension historique et psychologique. Et vous commencez d'emblée par les milieux des terres. Et souvent je sens un peu frustré de ce genre d'intervention parce que qu'on demandait à chacun des intervenants ici de commencer par des... Mais de toujours montrer le lien qu'il y a entre la civilisation nilotique et les cultures actuelles que nous avons en Afrique. Que ce soit dans le domaine de la linguistique, dans le domaine des croyances et ainsi de suite. Montrant toujours ce rapport-là, de telle façon que l'étudiant peut se sentir, lorsqu'on étudie la civilisation égypto-nubienne, comme étant chez lui. Premier élément. Mais j'ai été sensibilisé sur ces questions-là en regardant continuellement les vidéos de Djibombari. Et c'est grâce à ces vidéos que nous avons animé les discussions dans le forum Le Baoba. C'est grâce aux vidéos de Djibombari qu'ils ont beaucoup instruit. Donc, quand tu t'atteignes, allez sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez télécharger sur Djibombari Bor, sur Obenga, sur Ovi Gomez et tous ces gens-là. Ça va vous édifier. Premier élément. Je ne suis pas là aussi. Ça va vous édifier. À partir de ce moment-là, cherchez, il y a des associations au Cameroun, il y a le Baoba, il y a Afrocentricity International qui ont des forums de discussion où on peut exposer tout ce qu'on a comme préoccupation. On discute, nous ne disons pas que nous avons la connaissance totale, infuse, on ne l'a pas. Et à partir de ce moment-là, nous faisons des efforts de côtoyer des gens qui pensent comme nous. Ça c'est sûr, il faut côtoyer les gens qui pensent comme nous. Les oiseaux volent par catégorie, ce n'est pas du sectarisme. Donc nous côtoyons des gens qui pensent comme nous, nous discutons et nous approfondissons dans les préoccupations qui nous intéressent. Vous voyez. Donc là c'est quelques éléments. Bon, maintenant au niveau de la question, non ce n'est pas une question, de la remarque, je vous dis merci. Fabre d'Olivet. Oui. Il y a un élément à l'intérieur que j'ai souvent du mal à accepter. Est-ce que mon frère le dit pour que nous allions pratiquer la religion juive? Ah, ok, d'accord. Parce que je préfère encore mon bok, le ngoun et autres. Donc, ce qui est le plus intéressant, merci pour cette contribution. Parfois, il est possible d'apporter des contributions chez un auteur à partir des découvertes récentes. C'est vrai que l'hébreu
antébiblique a été découvert en Égypte. Et c'était les caractères qu'on utilisait dans la ville de Akhenaton. C'est les caractères qu'on utilisait, c'est vrai. Donc, lorsque les prêtres attoniens, qui étaient des prêtres égyptiens, sont allés s'installer à Canaan, nécessairement, avec le contact avec d'autres groupes et le temps aidant, les caractères ont évolué. Mais il n'en demeure pas moins que les langues comme l'araméen et autres langues ont largement influencé l'évolution de cette langue-là. De telle façon que, pour nous aujourd'hui, l'Européen serait plus intéressé que moi, au premier chef, à étudier l'hébreu. L'Européen serait plus intéressé. Parce qu'il a une culture, dit-il, judéo-chrétienne. Donc il a un lien avec le judaïsme. Nous, ils sont sortis de chez nous. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous irons à la rencontre de cette fraction qui est sortie et qui, à l'époque en Égypte, nous a causé beaucoup de tort. Vous voyez, non? C'est pourquoi je fais toujours des réticences, même par rapport aux travaux de Fabre d'Olivet. C'est vrai ce qu'il dit, mais est-ce que je dois, moi, le kémite, m'approprier de l'hébreu? Si je m'approprie de l'hébreu, je vais m'approprier la langue, la culture hébraïque. Or, je n'ai même pas encore découvert ce que j'ai chez moi. Voilà que je m'avance encore à redécouvrir d'autres modèles qui me sont très éloignés même s'ils sont issus de moi, mais qui ont été fortement dilués. C'est là où se pose souvent chez moi une difficulté. La deuxième difficulté revient même à l'existence du personnage même de Moïse, l'existence historique du personnage de Moïse. Parce qu'au moins, un personnage aussi remarquable devait laisser une trace dans les civilisations et la documentation alentour. Mais on ne le retrouve que dans les textes religieux et rien que dans les textes religieux. Et parfois dans les textes religieux qu'on lui attribue sans raison même. Il n'a pas jamais écrit la Genèse, il n'a jamais écrit l'Exode, il n'a jamais écrit Lévitique, le Deutéronome, et c'est Josias qui a écrit le Deutéronome. Donc ce qu'on appelle les Pentateuques, le Pentateuque, ce n'est pas lui qui a écrit. Parce que c'est assez difficile de décrire sa propre mort. Vous voyez donc à ce niveau-là. Donc, et une chose est sûre, nous avions eu un prêtre qui avait été désigné par Akhenaton pour apporter la religion vraie à la tourbe nombreuse de Rachid qui vivait à Akhenaton. Et ce prêtre-là, d'après la documentation de Manéthon de Sébennytos, s'appelait Osaship Mahamoussé. Osaship Mahamoussé. Donc, mais ce prêtre-là, en lui-même, nous ne l'avons jamais déifié. Pourquoi est-ce que ceux-là qui seront plus tard, les Juifs, quand ils vont le déifier, pourquoi est-ce qu'on est obligé de suivre leur logique de la déification? Ils ont déifié ce prêtre et ils ont déifié le pharaon Haï, qui les a amenés à sortir du territoire où coulait le Nil pour s'installer à Canaan. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils veulent déifier Haï, pourquoi est-ce qu'on doit continuer dans cette logique? Et pourtant nous avons des représentations de Dieu. Quand on dit Adonai, c'est Adonai Haï, le Seigneur Haï, c'est le Seigneur Haï. La Bible araméenne dit Anna Haï Allah, je suis Haï ton Dieu. Il était pharaon. C'est sous sa diligence que la tourbe nombreuse, accompagnée par les prêtres attoniens, sont sortis du pays pour aller s'installer à Canaan, qui est toujours à l'intérieur de l'Égypte. Donc c'est à ce niveau-là où se trouve la difficulté. Mais si, et là je vais terminer pour qu'on passe à la deuxième phase, on peut, lorsque on juge qu'on a suffisamment étudié chez nous, on peut se permettre quelques libertés d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Parce que dans une discussion, il y a un élément là-bas qui peut nous apporter un peu de lumière. Mais pour vous qui ne connaissez même pas vos racines, l'histoire des Gaulois vous sert à quoi? C'est ça ma difficulté, merci. Ok, on va prendre une deuxième série de questions. Il y a intervention. Est-ce que... Ok.
Deuxième série de questions. Il y a des gens. Moi, je vais juste une minute. Premièrement, j'aimerais que Malo nous définisse en tant qu'historien, qu'il définisse ce que c'est que l'histoire. Parce que l'enseignant qu'il est, on nous a dit l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Donc, depuis celui qui a dit que j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est vraiment je vais les balayer pour que notre frère Djibombari ait le temps. La définition de l'histoire, c'est trivial. Le problème, c'est que quand on nous a défini l'histoire à l'école comme étant la connaissance du passé basée sur les écrits, c'était dans un contexte. C'était la définition là partait de l'école méthodique. Il y a ce qu'on appelle les écoles historiographiques. Il y a l'école méthodique qui pensait que sans le document, on ne peut pas écrire l'histoire. Et celui qui écrit l'histoire n'a pas à montrer son émotivité dans sa manière d'écrire. C'est de cette école que c'est parti. Lorsque dans les années 20-30, l'école des annales va émerger en France, on aura une autre vision de ce que c'est que l'histoire. Mais à dire vrai, l'histoire est la connaissance du passé, point. On peut continuer en disant que l'histoire est la connaissance du passé pour comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas d'étudier le passé pour se complaire dans le passé. Il s'agit de montrer en quoi le passé est pertinent pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et maintenant, partir donc de ces erreurs du passé ou de ce que nous ne connaissons pas, mais dont les solutions peuvent se trouver dans le passé pour se projeter, donc fabriquer un avenir. C'est quoi? Si vous avez ceci, il y a le chapitre 125 du livre de la lumière des peuples égyptiens. L'hier m'a enfanté, voici qu'aujourd'hui j'écris les demain. Aujourd'hui c'est le présent. Il est là, nous le connaissons parce que nous le vivons. Le futur peut être n'importe où ici. Mais pour localiser le futur, il faut d'abord localiser le passé. Si mon passé, je le mets ici, mon hier, je le mets ici, je peux faire une droite ou bien un segment qui quitte de là. Vous voyez où sera mon demain? Si mon hier est ici, vous voyez où sera mon demain? Si mon hier est ici, vous voyez où sera mon demain? Donc, en fonction de la position où vous avez placé votre hier, vous n'aurez pas le même demain. Donc, si votre hier se trouve en Europe, vous allez fabriquer un développement où les hommes épousent les hommes et les femmes épousent les femmes, où on fait des marches pour réclamer le droit à la zoophilie. Mais si votre passé, c'est dans la vallée du Nil, situation égypto-nubienne, vous aurez un autre futur totalement différent. Et Sidi Yahya, un sage du Soudan occidental, avait bien compris lorsqu'il disait « Souviens-toi, car le souvenir est plein d'enseignements. Dans ces replis, il y a de quoi désaltérer l'élite de ceux qui viennent s'y abreuver. Souviens-toi, car le souvenir est plein d'enseignements. Dans ces replis, il y a de quoi désaltérer l'élite de ceux qui viennent s'y abreuver. Votre élite s'abreuve. C'est pourquoi votre demain sera toujours incertain. Je comprends mon frère, et c'est par là que je sors, lorsqu'il dit qu'on n'a pas besoin de connaître ses ancêtres égyptiens. Même le français qui vend là la boulangerie à Paris, tu parlais des Grecs, ça lui sert à quoi? Puisqu'il vend, il peut manger, il peut aller au cinéma. Cela ne lui servait pas. Donc ce n'est pas un discours qui ira même jusque chez la grand-mère qui est au village. Si elle n'en a pas besoin, ce n'est pas un problème. Mais dans ce rendez-vous du donner, du recevoir, quand vous vous asseoir à une table comme celle-ci, l'arabe est là, le japonais est là, le chinois est là, l'américain est là, et qu'on dise, comment appelez-vous les lieux de culte de vos dieux? L'arabe dit mosquée, le juif dit synagogue, on se tourne vers le nègre, il regarde le ciel, il regarde la terre, tu vas comprendre qu'il fallait chercher. Comprends?
comprenez, non? C'est là où vous allez comprendre qu'il fallait chercher. Lorsqu'on va dire comment est-ce qu'il va dire mosquée. Et ça sera vraiment terrible que celui-là, il ne nous apporte pas quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on va dire, bon, que chacun nous parle de Dieu dans sa culture, celui-là dit Allah. Même si Allah c'est Al-Ilou, lui-même ne comprend rien dans ce qu'il est en train de raconter. Le juif dit Yahvé, lui-même ne comprend même rien de tout ce qu'il dit là-dedans. D'accord? Toi aussi, tu vas aussi venir dire que ta part aussi, c'est le roi des rois. Nzambe, le roi des rois. Et lorsque c'est un Français qui va te démontrer que tu fais erreur, tu vas partir t'asseoir pour qu'il t'enseigne. Alors que ton grand-père au village connaissait ça et il pouvait t'apprendre cela. À un niveau, vous serez bloqué. Vous serez bloqué lorsque les autres vous apporteront leur culture et que le français peut aller jusqu'à la Grèce et que le chinois peut remonter à 5000 ans, que l'arabe peut remonter à 1400 ans et que toi, tu ne peux même pas remonter à 50 ans. Tu vas aller chercher. Et pour finir, il y a un grand intellectuel de ce pays, agrégé en économie, qui est parti à une réunion dans un pays asiatique. Il est rentré là-bas vraiment fâché. Il est arrivé chez lui dans l'administration qu'il dirige. Il a appelé ses administrateurs pour faire un briefing de cette réunion. Mais pendant plus d'une heure, il n'a parlé que d'un problème qu'il a vécu, et non même de la réunion même. Le problème, c'est que on a bien fait la réunion. Au moment de commencer à faire les ateliers pour que les gens partent réfléchir, on lui a fermé la porte au nez. Un agrégé en économie, on lui a fermé la porte au nez. Vous les nègres, vous faites à ce que l'humanité rentre. Vous n'innovez en rien. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que dans tous les domaines, pour avoir la capacité d'innover, on ne te demande pas de partir prendre ce que Manéthon a fait pour répéter. Mais apprendre les humanités classiques te dope. De telle façon que là où je suis là, que tu aies étudié à la Sorbonne, que tu aies étudié dans les universités espagnoles, je voudrais, et ça, je bagarre là-dessus, que tu aies étudié l'égyptologie à l'école de France, quand tu arrives ici au Cameroun, que tu comprennes qu'il y a aussi garçons. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'un seul Européen puisse dépasser un kémite. Et il faut qu'un kémite puisse tenir, même si c'est 20 professeurs agrégés, et que tous ils se taisent et qu'ils nous écoutent. Le moment est venu de reprendre les règnes du monde, parce qu'ils ont foutu beaucoup de dégâts. Les enfants doivent se taire. Les hommes veulent déjà commencer à parler. Je vous remercie.